Épisode 1, la qualité de l'air, la grande oubliée des politiques publiques. Eh bien, épisode 2, on a posé directement la question à un sénateur, Loïc Hervé. Bonne écoute. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on doit obliger la formation autour de ce sujet-là, quand on connaît l'importance de la qualité de l'air? Obliger la formation, je sais pas par quel moyen. C'est ce que FIMEA souhaite, en tout cas pour les politiques. J'entends, il faut avoir toujours une ambition qui est en adéquation avec ce qu'on veut faire, avec nos objectifs. Il y a 500 000 élus locaux en France, je suis pas sûr que ce soit l'objectif de former 500 000 élus locaux aux questions de la pollution de l'air. Mais dans les élus locaux des différentes communes et intercommunalités qui s'intéressent à ça, il y a sans doute un travail de formation spécifique à avoir chez les élus et chez leurs collaborateurs. Oui, il y a un enjeu de formation, mais il faut bien cibler. Il y a aussi une question d'urgence. Il y a aussi une question d'urgence. Quand on dit qu'on ne va pas segmenter, c'est vrai. Il y a des enjeux de réglementation nationale, voire européenne, sur les questions de qualité de l'air. Il y a quand même des territoires qui ont une acuité plus importante que d'autres. Je pense notamment aux vallées alpines, où on a du fait de la topographie et de la météorologie, des phénomènes qui font que nous avons des épisodes de pollution de l'air beaucoup plus importants et beaucoup plus fréquents. Tout à l'heure, une représentante de l'ADEME nous disait qu'elle portait des dossiers de contentieux avec l'État sur ces questions-là, justement, parce que effectivement, il y a des territoires où on respire mieux, on respire moins bien. Et je persiste et je signe sur comment on arrive à faire bouger tout ça, parce que tout à l'heure, Étienne nous parlait de Pompidou, qui a eu la moitié de sa famille qui est décédée suite à des accidents de voiture, etc. Donc là, le Pompidou, il s'est dit, hop, il faut faire des choses sur la sécurité routière. On attend quoi, que Macron respire mal à l'Élysée pour se dire tiens, je vais faire quelque chose au niveau de la qualité de l'air. Comment vous, en tant que sénateur, vous pouvez influencer tout ça? Question sûrement utopique. Non, c'est pas une question utopique, bien au contraire. D'abord, du contentieux, il y en a au niveau de l'Union européenne et il y en a au niveau du Conseil d'État. L'inaction des pouvoirs publics peut donner lieu à des suites juridiques, judiciaires, même pénales. Oui. Donc, il y a bien une question aujourd'hui de responsabilité politique d'agir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la vallée de l'Arve. J'évoquais tout à l'heure lors de l'Assemblée générale que il y a la réponse administrative classique de on a un problème, donc on crée des groupes de travail par silo sur le transport, le logement, l'industrie. On essaie de trouver des solutions avec les acteurs. Et moi je crois qu'il faut aller plus loin et qu'il faut aller aussi chercher dans la société civile, chez les ingénieurs, dans les entreprises, dans tous ceux qui essayent de trouver des solutions sur la maison de demain, sur la voiture de demain, sur l'humain augmenté. Nous, dans la Haute-Savoie, on a ces capacités-là. Essayer d'aller rechercher ceux qui peuvent avoir les bonnes idées qu'on va pouvoir trouver des solutions extrêmement concrètes. Et donc, je voulais savoir, vous, en tant que sénateur, ce que vous pensiez de cette loi climat et résilience. D'autant plus que c'est un texte qui, comme beaucoup, est un texte de fin de mandat. Donc, on se pose la question de notamment des textes d'application. Tout à fait. Qui ne sont pas tous pris ou qui posent encore des questions sur leur réalisme dans la mise en application de la loi. Donc, on a un premier sujet, c'est la production de logement. On doit produire un logement qualitatif et, pardon de le dire, mais un logement social qualitatif plus qu'il ne l'est aujourd'hui dans notre pays. Deuxièmement, il y a la rénovation et il y a des enjeux d'énergie et de qualité de l'air. Il faut vraiment connecter l'un et l'autre. Oui. Il faut rénover bien avant. Je crois que on a une opportunité, dans toute crise, on a une opportunité. La crise de l'énergie, du coût de l'énergie dans notre pays va entraîner des choix individuels. Et évidemment, ces choix individuels, il faut que la collectivité publique les accompagne. Moi, je crois pas du tout à des mesures nationales qui viennent d'en haut en disant aux Français, vous devez faire ça. Je crois plutôt à des solutions plutôt remontantes dans lesquelles les Français prennent conscience dans leur vie quotidienne qu'il y a des réalités, les contraindre à des changements de comportement et à des travaux. Non, mais en plus, les Français sont prêts. Et les Français sont prêts. Oui, il y a beaucoup de sondages qui sont sortis qui disent que les Français sont prêts, ce qui les bloque. Non, la rénovation énergétique, non, je respire mieux chez moi, etc. C'est le reste à charge. C'est ça Oui, mais il y a quand même MaPrimeRénov qui a quand même créé un certain nombre de Oui, mais MaPrimeRénov, c'est des monogestes, mais pas encore OK, d'accord, c'est un bon début, on va dire. Moi, je pense que l'outil qui a le plus et le mieux fonctionné, c'est l'outil fiscal. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut responsabiliser les travaux individuels, vous avez parlé des conséquences de la crise Covid sur le logement. Et elles sont évidentes et elles vont même réinterroger les questions d'urbanisme. Quelle est la place qu'on donne à une pièce supplémentaire parce que l'une des personnes du foyer s'est mise en télétravail. La question des terrasses, la question des balcons, la question des jardins, la question de l'organisation même du logement en soi. Il va falloir qu'on accompagne ces évolutions-là. Si on veut le faire de manière opportune, il faut susciter les travaux chez les gens par l'incitation fiscale. Si on est seulement sur des mesures générales,
on n'y arrivera pas. Il faut être sur quasiment l'individuel. Allez, une dernière question utopiste, parce que moi j'aime bien l'utopie. J'ai interviewé... L'utopie, c'est une réalité en devenir. J'ai interviewé donc Bruno Tudal, Claire Pitola, toutes ces personnes-là. Donc Claire Pitola, députée, Bruno Tudal, qui est le co-auteur de la qualité de l'air pour les nuls, que j'ai lu, qui nous a envoyé. Je le remercie parce que c'était pas un sujet pour moi au départ, vraiment. La question très utopique, c'est comment on fait aujourd'hui quand on voit toute la communication, tout le marketing sur l'odeur du propre. Ah mais j'écoute le sujet, donc c'est difficile de réagir à brûle pour point. Ouais, c'est comme ça. Comme ça, oui. C'est ma méthode. Moi, là, on est plus sur des questions d'air intérieur. Hein. Oui. Ce qui m'a toujours interpellé comme père de famille, mais aussi comme investisseur, parce que quand on est maire d'une commune, on investit dans une école, dans une maison de retraite, on voit des logements apparaître. C'est comment est-ce qu'on garantit un air intérieur de qualité. L'Union européenne s'est penchée sur la question il y a quelques années maintenant, déjà. Et dans un territoire comme le mien, où pas mal de friches industrielles ont été rénovées en logement, oui. Ça m'a beaucoup interrogé de savoir si on avait une capacité de mesurer ce que finalement les murs, la peinture, leurs vêtements peuvent rendre, ou alors les produits détergents. C'est sûr que c'est une question qu'on doit se poser. Alors, c'est bien de manger bio, c'est bien de faire attention, mais on doit se rendre compte que dans notre environnement, il y a aussi des polluants qui existent, et il faut y être très attentif. Donc l'odeur du propre, oui, on peut avoir, pas si l'odeur du sale c'est mieux, mais en tout cas sur la question même de ces produits qu'on peut utiliser, qui sont des produits chimiques, effectivement on doit être vigilant. De là à ce qu'il y a un scandale sanitaire, j'espère que vous nous annoncez pas de mauvaises nouvelles. Dans les années 90, on voyait pas le scandale de l'amiante arriver. C'est arrivé. Il y a un second scandale qui, à mon avis, arrive. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, peut-être que la solution viendra des élus locaux, alors. Allez, la solution vient toujours des élus locaux. Toujours. Parce que dans un pays, qui conçoit toute décision publique par la verticalité et par Paris vers la province, on a bien vu que les virages, que ce soit le virage du numérique, que ce soit le virage de tout ce qui touche à l'environnement, ou que ce soit les virages économiques qu'il faut prendre, ce sont des virages qui passent inéluctablement par les élus locaux, les 500 000 élus locaux qui sont une richesse, un trésor pour la France, parce que ce sont des décideurs capables de prendre des décisions et de les rendre immédiatement réalistes. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Après.